Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut les camarades du Réveil des Moutons. Aujourd'hui, on est avec Yvan Benedetti en entretien confinement. Salut Yvan. Salut les gars, salut. Alors Yvan, C'est un salut qui respecte les conditions de distanciation, hein, et c'est un vieux salut qui est le salut olympique, le salut européen. Donc c'est celui qui correspond bien à la civilisation européenne que ce salut. Donc oui, salut à tous. salut. Comment se passe ton confinement Yvan? Le confinement, bon, du point de vue perso, ça va, hein, vous voyez un petit peu. Bon, j'ai la chance d'être en famille avec mes parents, donc et de bénéficier d'un cadre qui est somme toute agréable dans le sud. Quant au confinement par lui-même, je dois dire que ça nous est tombé dessus quand même. C'est quelque chose d'assez surprenant qui dénote que si l'on a souvent dit que qu'on luttait contre l'instauration d'un gouvernement mondial, hein, c'est le but des mondialistes, eh bien, on s'aperçoit avec la moitié de la planète qui est confinée qu'il existe une gouvernance mondiale. Là, en l'occurrence, ceux qui battent un peu la mesure, les mondialistes qui battent la mesure, et qui donnent le ton, c'est ceux de l'OMS. Mais dans le confinement, il y a aux confins des terres. J'ai l'impression que ce confinement, c'est un peu les confins du mondialiste, parce que comme un retour de manivelle ou de boomerang, du point de vue individuel, le confinement a eu du bon. Du bon en ce sens que il a permis de s'extraire de cette vie moderne, trépidante, qui ne laisse pas le temps ou très peu le temps à la réflexion. Et j'associe un peu cette période de confinement au dernier mot de Saint-Exupéry, rédigé dans sa dernière correspondance à un ami avant de s'envoler et de connaître la mort que vous savez. Il avait écrit que la termitière du futur l'épouvantait, la termitière du futur m'épouvante, je hais leur vertu de robot, moi j'étais fait pour être jardinier. Et on s'est aperçu en fait que individuellement, avec ce confinement, on est passé du stade de robot au stade de jardinier. Alors, jardinier de l'esprit, où on a cultivé un petit peu euh, son esprit avec de la réflexion, des lectures. On a nourri sa réflexion avec des lectures, mais jardiner aussi son corps, puisque beaucoup ont fait du sport. C'était évident quand on regardait les réseaux sociaux, ou même du point de vue du jardinage, de la terre, beaucoup, ceux qui profitaient d'un peu de terrain en ont profité justement avec cette période de printemps de faire du potager. Donc il y a un petit peu ce confinement qui est le résultat la gouvernance mondiale a eu un effet bénéfique de ce retrait société globale pour revenir à l'essentiel, d'autant plus qu'on s'est aperçu avec cette crise que la vie était tragique et qu'il y avait le retour de l'histoire. Alors, du point de vue collectif, bien évidemment, ce confinement est une catastrophe qui est en train de détruire notre économie traditionnelle, tout ça pour le plus grand bénéfice de l'oligarchie et des banques internationales, hein, qui prétendument vont au secours des petites et moyennes entreprises qui vont sortir laminées de cette période-là. Donc, aujourd'hui, il est grand temps de sortir du confinement, de tous les confinements, que ce soit les confinements physiques, de cette prison physique, et les confinements moraux de la pensée unique. On fait un petit point sur le coronavirus. Oui, ah bah oui. Création du laboratoire.
Création du laboratoire inauguré par Cazeneuve et Monsieur Lévy? Ou alors la faute au méchant pangolin? Alors bon, la difficulté qui est la nôtre dans l'opposition, c'est que l'on est dépendant d'une information, je dirais, une information officielle. Même si à travers les médias alternatifs, même si à travers les réseaux sociaux, une contre-vérité officielle se perce. Mais il est difficile, là où nous sommes, de là où nous sommes, de savoir exactement quelle est la nature de ce virus, si c'est une nature, s'il est d'une nature biologique traditionnelle, ou s'il vient de l'animal, ou si une main humaine est intervenue dans la conception de ce virus. Alors, ce que l'on peut noter, c'est que cette pandémie intervient dans une lutte qui est commerciale, une guerre même commerciale entre les États-Unis et la Chine. Certains, comme le professeur Montagnier, qui est quand même une référence Bien sûr. mondiale, qu'il a acquise dans la recherche sur le VIH, le sida, et d'autres chercheurs indiens ont dit que dans la séquence d'ARN de ce virus, il y avait une intervention en laboratoire pour rajouter une séquence du sida, une séquence du VIH, certainement parce que ces personnes-là devaient chercher à élaborer un vaccin contre le sida. Euh, c'est quand même une autorité en la matière que le professeur Montagnier, d'autant plus que ces déclarations sont très cohérentes puisque ce virus est mutant, semble-t-il, même si bon, nous ne sommes pas des experts euh, dans les épidémies, dans les virus, et que Montagnier expliquait que le virus n'étant pas naturel et que la nature prenant toujours le dessus, eh bien, elle était en train d'évacuer cette séquence artificielle de VIH à l'intérieur du virus et que nous retrouverions un virus classique, un coronavirus classique, on en a déjà 5 ou 6, je crois, et que Ouais. l'épidémie s'éteindrait d'elle-même au printemps. Ce qui semble être le cas, qui est confirmé aussi par le professeur Raoult et d'autres. Bon, ce qui est à noter en effet, c'est que là où officiellement l'épidémie est partie de Wuhan, il y a plusieurs laboratoires, dont ce laboratoire P4 qui a été inauguré en grande pompe par le clan Buzyn-Lévy, hein, et qu'il existe aussi un laboratoire P3, un centre d'analyse sur les virus qui sont nombreux en Chine, donc c'est quand même des circonstances troublante, en effet, d'autant plus que dans l'histoire de la chloroquine, on peut en parler, on parlera peut-être un peu plus tard, Ouais. c'est l'ancien ministre de la Santé, Buzyn, qui a classé cette vieille molécule qui est connue de tous les médecins, qui est utilisée depuis des dizaines d'années. Mon père, qui est un vieux médecin, l'a beaucoup utilisée, même pour lui, pour traiter ses crampes. Donc, c'est un médicament, quand il est utilisé correctement, qui est d'aucun danger. Oui, Buzyn avait placé cette molécule comme une substance dangereuse, vénéneuse. Donc, oui, tout ça, c'est surprenant. Alors, au-delà de cela, puisque nous, c'est difficile de dire si c'est les Américains qui ont envoyé ce virus aux Chinois ou si c'est les Chinois qui ont laissé euh, ont laissé diffuser cette épidémie de manière accidentelle, certainement. Bon, c'est difficile de le dire. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que il est évident que les mondialistes ont toujours voulu utiliser les peurs mondiales et les menaces mondiales pour avancer dans leur mise en place de cette gouvernance mondiale dont on parlait, c'est évident. Mais dans cette affaire, on remarque tout de même que je pense personnellement, ils ont
perdu pied parce que tout dans cette affaire remet en question le modèle de société qu'ils construisent depuis 1944-45 et qui est une société ouverte, sans frontières, de la déréglementation, des industrialisations, et qui se résume en une philosophie qui est simple, que l'on nous a servi au moment de Maastricht, c'est la libre circulation des hommes et des biens. Et en matière de libre circulation, on est gâtés, et ils sont gâtés, puisque le confinement, c'est réellement le dernier stade dans la suppression de la liberté de circulation des personnes. Donc, dans cette affaire, moi, je note tout de même que, contrairement à d'autres qui parlent de fable du retour des nations, c'est le retour des nations. C'est-à-dire que l'idéologie mondialiste s'est fracassée sur les réalités et que aujourd'hui, il y a deux points importants à noter. Le premier, c'est que ce que disaient les nationalistes ou ce que disent les nationalistes depuis des dizaines d'années contre les délocalisations, contre la suppression des frontières, contre la construction de ce machin de l'Union européenne qui est le cheval de Troie du mondialisme, eh bien, nous avions raison, puisqu'aujourd'hui, la maison sans porte et fenêtre a été envahie par la tempête de la pandémie. Et la deuxième chose, c'est cela, c'est que la doctrine nationaliste du retour de la nation en sort fortifiée. Tout cela parce qu'on arrive à un moment, je pense aussi, où il y a une crise importante de leur modèle dans la gouvernance mondiale, puisque toutes les structures qu'ils ont édifiées pour ce monde prétendument multilatéral à travers tous ces organismes mondialistes que sont l'OMS, l'ONU, l'Union européenne, le pays, l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, aujourd'hui, trouvent leurs limites dans l'élaboration d'une construction mondiale qui doit aboutir sur un gouvernement mondial, parce que les États-Unis, avec leur politique protectionniste de Trump, se retirent de ces structures et qu'elles sont envahies et elles tombent sous l'influence d'une main chinoise de plus en plus puissante et de plus en plus prégnante, et d'une main chinoise associée aux Russes. Donc les mondialistes se retrouvent aujourd'hui dans une impasse. On le voit bien un petit peu avec les déclarations Attali. Donc voilà, moi je dirais que bon, quelle que soit l'origine du virus, on le sera peut-être, mais c'est compliqué. Est-ce que ce sont l'origine yankee? Est-ce que ça s'est échappé d'un laboratoire? Est-ce que réellement peu de personnes croient c'est une origine animale? Ceci est moins important que les conséquences que peuvent avoir cette pandémie et cette crise. D'ailleurs, je noterai une chose quant à l'origine du virus, c'est que quand on nous présente une thèse officielle qui n'accepte aucune contradiction, aucune alternative quant à l'interprétation, en général c'est suspect, et on l'a vu avec l'incendie de Notre-Dame où on nous a servi tout de suite, sans contestation possible, la version de l'incendie accidentel avec cette origine assez saugrenue d'un mégot qui met le feu à des charpentes qui sont en chêne vieilles de 8 siècles, donc de 7 siècles. Donc voilà, c'est un peu les remarques qui sont les miennes, avec le recul que l'on a, hein, nous, notre expérience dans le combat, parce qu'on sait que de toute façon, le système, les médias mainstream nous mentent et tentent de nous manipuler en permanence, et on l'a bien vu avec la gestion de cette crise de la pandémie.
un ressenti sur le professeur Raoult et la chloroquine? Surtout sur le professeur Raoult, il en a glissé des belles à sa manière. Ah ouais, il a glissé des belles quenelles, même si je pense que ça participe un petit peu de la montée du populisme. Hein. Je dirais, c'est un populiste dans le milieu de la santé, euh, qui ne s'est pas agrandi dans cette affaire, parce que quelle cacophonie dans ce milieu de professeurs, de médecins, d'instituts, et on s'est aperçu qu'en la matière, on le savait, qu'ils sont beaucoup sous l'influence de lobby et du pharma. Je dirais que ça participe de la montée des populistes, c'est-à-dire que c'est un gars qui est à l'intérieur d'un système reconnu. Il avait une chronique dans le Point d'ailleurs, où il servait tout à la fois un discours un peu critique concernant le réchauffement climatique, mais totalement bien pensant sur les races, par exemple. Il était antiraciste. Ou sur le conflit au Proche-Orient, mais ça, c'est par ses liens de famille, puisque c'est maintenant que Oui, il est, qui est son épouse et ses enfants qui sont en lien important avec la communauté. Mais moi, je note que c'est dans cette crise de la santé où on a affaire là aussi à un État profond qui s'est installé avec une bureaucratie profonde. C'est comme dans la paysannerie, il y a plus de fonctionnaires dans le monde paysan que de paysans. Et là, de la même façon, il y a plus fonctionnaires dans ce ministère de la Santé ou dans ce monde de la santé, puisqu'il y a tout le monde privé aussi, avec ces labos, ces instituts qui font la course la course au financement. Hein, c'est un peu général, et course au profit. Il y a une espèce de bureaucratie qui a, contrairement à l'Allemagne, a allongé les délais de réaction face à cette épidémie. Et ce docteur Raoult est un peu un docteur à l'ancienne. Je le retrouve aussi à travers mon père, qui a été médecin euh, dans les territoires d'outre-mer, hein, puisque mon père était médecin à La Réunion, où on se débrouille par soi-même, on fait face aux problèmes, hein, on n'esquive pas, face à ses responsabilités. Et je dois dire que, comme tout nationaliste, il ne faut pas être un pur petit esprit et analyser l'événement avec sérénité. Et je dois dire que la réponse que le professeur Raoult a donnée, a apportée à cette épidémie est pleine de bon sens. C'est-à-dire que c'est lui qui a dit, on parle beaucoup de la chloroquine, mais c'est tout un protocole qu'il a, il faut dépister en masse. Ceux qui sont porteurs du virus sans les symptômes, les isoler, donc les confiner. Et c'est un non-sens, c'est totalement moyenâgeux de confiner toute la population. Ceux qui développent la maladie, il faut les traiter. Donc avec une molécule qui en laboratoire a montré qu'il contenait le virus, et ensuite on sait très bien que étant donné que les anticorps envahissent, une décharge d'anticorps envahit les poumons et crée une pneumonie, il faut traiter avec les antibiotiques les problèmes, les problèmes respiratoires. Donc tout ça, c'est, je dois dire, plein de bon sens. Même dans ses références, il est quand même intéressant. Il a cité Nietzsche, il cite Baudrillard, c'est quelqu'un de cultivé, il cite Céline, il a même cité, j'ai oublié le nom là temporairement, cet écrivain, euh, cet historien des religions roumain qui est issu de la garde de fer de Codreanu. Donc bon, voilà, c'est quelqu'un qui est plein de bon sens, mais qui est dans le système. Et on le voit bien d'ailleurs dans sa critique du maréchal Pétain, par exemple, où le fait que
de nombreux hommes politiques du système le soutiennent, et puis il a même eu la visite très médiatique de Macron. Un autre point positif de cette personne, je trouve, c'est que il a mis toute la puissance de son institut, et c'est un institut qui a quand même beaucoup de moyens financiers, Il a mis la puissance de son institut au service du peuple et au service du Marseillais, puisque n'importe qui pouvait se présenter, il y avait une file d'attente, n'importe qui pouvait se présenter pour se faire dépister et se faire soigner. Donc je trouve que cela, c'est une démarche, puisque la légitimité d'un médecin, c'est de soigner le brave Jean, quoi. Voilà. Et lui, n'importe quelle personne pouvait aller dans cet institut, se faire dépister et se faire soigner. Et je trouve ça vraiment, c'est une démarche qui me le rend sympathique, donc du bon sens. Un médecin à l'ancienne. J'ai été effrayé, je dois dire, de tous ces médecins, notamment en région parisienne ou dans l'Est, qui triaient les malades et qui refusaient de soigner ou de tenter de soigner des malades parce que trop vieux, ou des malades parce que atteints de pathologies lourdes. On avait déjà senti cela avec l'affaire Lambert, souvenez-vous, mais je trouve que beaucoup de médecins sont détachés, et je pense que c'est le problème de la perte du sacré, l'effondrement du religieux. Beaucoup de médecins sont coupés de cela, du sens de la vie, et certaines images qui ont été projetées sur les grandes chaînes de télévision, hein, donc ce n'est pas quelque chose de caché, étaient vraiment affreuses. Ça me fait penser à ces thèmes de dissertation que nous avions, la science sans conscience est-elle la ruine de l'âme? Et on s'aperçoit que oui, avec ces scientifiques, ces médecins qui ont très peu de conscience, on en arrive à quoi? À ce que le gouvernement a légalisé l'euthanasie, puisqu'il y a eu le décret permettant d'utiliser le Rivotril dans les EHPAD et dans les centres de réanimation, ce qui voulait dire que ce médicament qui a pour effet secondaire d'accélérer la mort chez quelqu'un qui a une pneumonie, en lui, bien évidemment, en lui soulageant ces dernières heures, puisque mourir d'asphyxie, c'est de problèmes respiratoires, c'est terrible, hein, c'est une mort qui est terrible. Mais ils ont légalisé l'euthanasie, donc c'est proprement affreux. Ce gouvernement était un gouvernement de voyous, et on l'a vu dans la façon dont ils ont traité le mouvement des Gilets jaunes, hein, avec Castaner, les borgneurs. Mais d'un gouvernement de voyous, ils sont devenus un gouvernement d'assassins. Parce que n'oublions pas que sur les 25 000 morts, à l'heure où on parle, il y a 25 000 morts officiellement du coronavirus. Hein, sur les 25 000 morts, il y a presque 10 000 morts dans les EHPAD. C'est-à-dire que le confinement a eu pour conséquence de laisser mourir seuls, abandonnés de tous, et quasi nos vieux dans les maisons de retraite. C'est ça, le gouvernement aura des comptes à rendre, c'est évident. On passe au projet de vaccin, carnet de vaccination sous-cutané. Le gouvernement qui a passé une commande de 651 drones de surveillance pour une valeur de 3,8 millions d'euros, alors qu'il n'y a pas d'argent. Un petit mot là-dessus? On s'aperçoit que le système, le gouvernement ne cesse de s'affaiblir. J'ai dit, on en parlera au moment des Gilets jaunes, la révolte des Gilets jaunes, qu'on était rentré dans une période révolutionnaire. Et dans cette période révolutionnaire, on était dans cette première phase où c'est l'affaiblissement du système, c'est l'affaiblissement et le délitement continu du système. Donc en conséquence, le système devient de plus en plus méchant, que ce soit dans les lois répressives, et on voit la loi Avia qui va être rapidement adoptée, mais aussi méchant dans la répression et l'utilisation contre les Gilets jaunes de lanceurs de LBD, de lanceurs de balles de défonce, hein, on appelle ça, ou même des grenades offensives, c'est-à-dire des grenades avec du TNT. Un peu moins de TNT que dans l'usage militaire, mais
selon le même principe de ces grenades offensives, de ces grenades à souffle, qui ont déchiqueté des chairs et amputé des personnes. Donc, c'est évident que le gouvernement est dans une logique répressive, et que ce soit la loi exceptionnelle, la loi sanitaire, ou que ce soit ces investissements, puisqu'ils ont commandé aussi en grand nombre du gaz. Ils ont ces investissements dans des moyens de répression physique, hein, et quasi militaire. On s'aperçoit qu'ils sont en train ils sont en train de perdre pied. C'est évident. Et ils ont besoin, selon moi, de gagner du temps. Ils ont besoin de gagner du temps pour faire oublier leur gestion tout à la fois désastreuse, parce qu'ils n'ont pas géré l'épidémie, ils ont géré la pénurie. Et ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux dans la gestion de cette pénurie, c'est-à-dire nous mentir et nous prendre pour des truffes. Cette histoire de masques, ce scandale des masques, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Toutes ces déclarations incohérentes, nous verrons nous dit que la grippe elle disparaît à la bonne saison, non pas parce que c'est le printemps, mais parce qu'on ouvre les fenêtres et que le virus disparaît, et donc c'est un ensemble de confiné, et que quelques jours après, c'est un confinement généralisé. Un Castaner qui nous indiquait que jamais il ne fermerait toutes les écoles. 4 jours après, les écoles étaient fermées. Bon, il y a eu la Via à Laurel, on a envie de pas Via, Sibeth Ndiaye, on a envie de lui dire dégage la meuf, retourne au Sénégal, hein, parce que c'est une Sénégalaise, hein, qui en plus a revendiqué le mensonge, hein, comme un outil de communication, hein, pour protéger son cher président. Hein, donc, ces gens-là nous ont menti. Le problème, c'est qu'ils ont laissé du personnel hospitalier aller au-devant du virus sans protection, que certains sont morts. Alors, on n'a pas de chiffres encore précis, on sait qu'il y en avait plus d'une vingtaine, et que certains se sont déjà tournés vers la justice. Il y a des collectifs de médecins qui se sont tournés aussi vers la justice, donc ils auront à rendre des comptes. J'ai parlé des 10 000 des nôtres, nos anciens qui sont morts dans les EHPAD, donc ça a dépassé le nombre de morts de la canicule de 2003, hein. Je crois que c'était 7000, il me semble, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. Oui. Il faut rectifier si c'est pas exact. Donc, ils ont besoin de gagner du temps. Ils ont besoin de faire oublier cela, et ils ont besoin de renforcer les outils répressifs à mesure qu'ils s'affaiblissent et à mesure que l'opposition grimpe. Alors, ce n'est pas une opposition électorale, ce n'est pas encore une opposition sociale forte, puisqu'ils ont réussi à briser les gilets jaunes, on va en parler, mais on voit bien que la base de soutien du gouvernement, une base sur laquelle il s'appuyait, se réduit. Elle était déjà étroite, hein, puisqu'ils ont été élus avec vraiment un score très minoritaire. Mais cette base de soutien, ce socle de soutien, se réduit à mesure que montent les mécontentements. On passe à toi maintenant. Tu étais président de l'œuvre française, association dissoute par Manuel Valls. Manuel Valls quand même. Oui. Et, tu as fait appel lors de ton procès, je crois, et tu as sorti un livre à la suite. De quoi parle-t-il? Alors oui, je me permettrai de te reprendre, parce que tu utilises le passé. J'étais président, non, je suis toujours président de l'œuvre française, et j'ai été poursuivi pour ça, pour reconstitution et maintien de l'île dissoute. Devant la justice, ça a été purgé. En première instance, j'ai été condamné à 81 jours amende de 50 €. Le juge voulait que j'aille en prison, hein, puisque j'avais, comme à chacun de mes procès, je ne suis pas à la hauteur de Dieudonné, de Soral, oui. mais j'en ai
quelques-uns, quoi, avec de nombreuses condamnations, ou de Rissen, je pense à Rissen, et Bourbon aussi. Je veux pas, j'en oublie, mais Oui. on m'excuse. La répression est tellement étendue que nombreux sont ceux qui sont sous le coup de répressif et des condamnations. Mais j'avais fait appel et menant un procès de rupture totale en indiquant au tribunal que jamais je ne payerai mes amendes. Et donc, ça les mettait devant leurs responsabilités, puisque ces jours amendes font que si vous ne payez pas vos amendes, automatiquement, sans recours, vous avez les jours de prison qui tombent. Eh Ouais. bien, ils se sont rabattus sur 8 mois de prison avec sursis. Voilà. Et le parquet qui avait demandé la privation de mes droits civils, civiques et familiaux, comme une petite vengeance, parce qu'il se retrouvait totalement impuissant. Au procès, il avait indiqué, mais qu'est-ce qu'on va faire de M. Benedetti? Si on le condamne à la prison, on en fait un martyr pour tous ses soutiens. Et il s'était tourné vers la salle. Donc c'est important, j'adresse un message, c'est important de se mobiliser quand il y a des procès comme ça, hein, Ouais. des procès politiques. Il faut absolument se mobiliser parce que non seulement ça soutient celui qui est poursuivi et on en a besoin, ce qui m'est arrivé de me retrouver seul le soir avec lors d'audiences interminables, même les parties civiles avaient quitté le palais de justice avec Ouais. bon, mon avocat, les juges, les 3 juges et puis les policiers qui sont là en permanence, enfin les 3 policiers qui en avaient marre. C'est bon d'avoir du soutien. Et ça a une influence aussi sur la justice, puisqu'il s'était tourné vers la salle en disant on ne va pas en faire un martyr. Les condamnations pénales, ça ne sert à rien de lui en mettre, puisqu'il ne les paye pas. Il a dit qu'il ne les payait pas. Et je leur avais dit, c'est marrant, que je ne payerais pas un franc, que je ne payais pas un franc. Alors, le juge me fait cette réflexion, mais monsieur Benedetti, c'est en euros. Je dis, je sais bien que c'est en euros, mais il faut que vous vous habituez au fait que le franc va revenir. Donc, je vous parle en franc, c'est pour habituer vos oreilles. Vous voyez un petit peu je sais pas, tu vois un peu l'ambiance des procès. C'est Donc, sûr. Ouais. j'avais eu, lui avait demandé la suppression des droits civils, civiques et familiaux pour se venger sur sa petite crotte d'impuissant que n'a pas retenu le juge. Donc, ça a fini en victoire puisque j'ai été condamné à 8 mois de prison avec sursis. En ce qui concerne le volet recours, puisque j'ai fait un recours contre l'interdiction de l'œuvre française. J'ai fait un Ouais. recours d'urgence devant le Conseil d'État, qui a été rejeté, un conseil au fond qui a été rejeté, et je note une petite chose qui est intéressante, c'est que celui à l'époque qui dirigeait le Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, était celui qui, il y a 10 ans, à la place de Madame l'Église, que j'appelle Madame, que j'ai surnommée Madame Synagogue, qui dirige le bureau dit des libertés publiques, qui a instruit l'interdiction de l'œuvre française, du baston social, de tous ces mouvements qui ont été interdits. Donc Ouais. Jean-Marc Prouvé, qui tenait cette place il y a 10 ans et avait instruit l'interdiction du journal de l'œuvre française, Le Soleil, qui avait été interdit, et celui qui dirigeait le Conseil d'État devant lequel on était obligé de se tourner pour contester l'interdiction de l'œuvre française. Donc, bien évidemment, nos 2 recours au fond et en urgence ont été rejetés. Donc, nous nous sommes tournés vers la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés. Non pas que nous souscrivions à l'idéologie des droits de l'homme, mais je suis pour les emmerder au maximum. Je ne cède pas un pouce de terrain. Ma religion, c'est de les emmerder tout le temps et partout. Donc, je me suis tourné avec mes avocats devant la Cour européenne qui, première étape, a validé notre recours, a demandé au gouvernement de répondre une première fois, puis une deuxième fois parce que le mémoire déposé par l'État français n'était pas satisfaisant puisqu'il ne faisait que reprendre l'acte d'accusation très imprécis, très vulgaire devant la Cour française, qui était suffisant pour nous condamner, puisque c'est systématique, il n'y a plus de justice en France en la matière, dès que c'est politique, hein, il n'y a plus de justice.
l'indépendance de la justice est une fumisterie. Même si les liens physiques se sont distendus entre le politique et la justice, quoique, puisqu'ils se retrouvent joyeusement dans les sociétés secrètes où on loge, en tout cas, les liens intellectuels, les liens du politiquement correct se sont resserrés. Donc, on attend une date. L'État français a répondu donc déposer un deuxième mémoire à notre recours et on attend une date d'audience devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors le livre dont tu parles, il n'est pas en rapport avec l'interdiction de l'œuvre française. Le livre, en fait, reprend ma déposition, enfin les propos de mon audition devant la commission parlementaire de lutte contre l'extrême droite. C'est une commission qui a été créée à l'initiative des députés de la France Insoumise et qui a été phagocytée petit à petit par le Judapo et par les éléments sionistes de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les Insoumis, le projet, tous ce qu'ils appellent, y compris le Front National, qui n'est pas un groupuscule, mais qu'ils considèrent comme étant d'extrême droite, et la LDJ. Et donc, les Insoumis voulaient convoquer la LDJ devant cette commission parlementaire. Et là, les députés Faz-Geles, qui est une petite étoile montante dans la communauté qui n'existe pas, hein, la communauté en ballottage, je dirais, qui se dit élue, mais qui est en ballottage pour nous, et donc la race en ballottage, Faz-Geles et une vieille connaissance en la personne de Meyer Habib, qui a 30 ans déjà avait agressé le cortège de l'œuvre à coups de barre de fer avec ses copains, Moshe Cohen, Lelouch, Bismuth, d'ailleurs, qui s'est retrouvé dans l'histoire des téléphones, des topics avec Sarkozy, et qui avait été condamné pour agression terroriste, qu'on avait fait condamner pour agression terroriste à l'époque, et devant payer sa dette à la société, c'était en fuite sur roue pour l'entité sioniste en Palestine, puisque ils ont toute protection là-bas et qu'il est impossible d'aller les chercher. Donc il est revenu après quelques années, je dirais, blanchi, pour être ce député israélien à l'Assemblée nationale. Donc, cette commission parlementaire, qui était une commission parlementaire de l'extrême gauche antisémite, pour s'occuper de tout ce qui était extrême droite, y compris la LDJ, eh bien, s'est fait voler la vedette et s'est fait voler sa commission par les sionistes et par le Judapo. Et donc, j'explique ça dans ce livre où je retranscris aussi mes propos pendant 1 heure devant cette commission parlementaire. Et l'élément assez comique, je dirais, si je peux m'exprimer comme cela, de cette affaire, c'est que, étant convoqué devant une commission parlementaire, je bénéficiais de l'immunité des débats parlementaires, un peu comme Benalla, hein, un type de commission. C'est-à-dire qu'on peut exprimer librement parlementaire, mais assurer le but parlementaire, comme moi, cette audition devait être n'avait pas un caractère public. Donc, quand je suis rentré, avant d'intervenir, on m'a fait jurer. C'est là où j'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez que je lève le bras, lève la main? Moi, ça ne me dérange pas, mais dans une commission de lutte contre l'extrême droite, ça fait tâche quand même. Ouais. C'est pas gênant, hein. C'est une main de justice, un serment de fidélité, c'est une main de paix. C'est pas comme le poing tendu autour duquel vous vous retrouvez, qui est un symbole de haine. J'ai dit à la présidente, puisque présidente mélenchoniste, de cette commission. Et donc, ils m'ont fait jurer de ne pas révéler les propos que je tiendrai et les réponses de la commission dans cette enceinte à l'Assemblée nationale. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mes propos étaient tellement horribles,
puisque j'ai rendu hommage au professeur Forisson, demandé mon avis. Donc, c'était important que je dise la vérité. Et puis, la vérité est l'arme la plus révolutionnaire aujourd'hui, dans un monde de tyrannie. C'est Orwell qui disait ça, je crois. J'y crois beaucoup comme arme aujourd'hui pour s'émanciper et briser cette tyrannie oligarchique du mensonge qui s'appuie sur le mensonge. Donc, ils ont publié mes propos et demandé au procureur de Paris de me poursuivre pour révisionner. Ce à quoi le procureur a répondu, mais il a l'immunité, ses propos étaient tenus dans une commission parlementaire, il a l'immunité parlementaire, je ne peux pas le poursuivre. Donc, qu'a fait la LICRA? Ils m'ont cité à comparaître devant la 17e chambre correctionnelle, bien connue, qui est plus un distributeur automatique de condamnation qu'une enceinte de justice. Donc, la LICRA, par-dessus le procureur, ne tenant pas compte de l'avis du procureur, donc des autorités judiciaires en la matière, pour eux, m'a cité en comparaître directement. Donc, on en est là, il devrait y avoir un procès devant la 17e chambre correctionnelle. Donc, je raconte tout ça et je publie les propos que j'ai tenus devant cette commission parlementaire. Voilà. Alors, ce qui est marrant aussi à noter, si on a encore si on a 2 minutes, ce qui est marrant à noter aussi, qui est révélateur surtout, c'est que quand la commission parlementaire a rendu public mes propos devant la commission sur le site de l'Assemblée nationale, si tu peux, c'est-à-dire qu'il y avait des propos en hommage à Forisson, où je disais tout le bien que je pensais de Soral, de Dieudonné, de la famille traditionnelle, du nationalisme. Eh bien, le président du CRIF, Khalifa, est devenu furieux et dans une lettre au président de l'Assemblée nationale, Ferrand, a demandé de manière comminatoire que mes propos soient retirés. Et 48 heures après, mes propos étaient retirés, bien évidemment, du site de l'Assemblée nationale. Il a écrit en disant « Mais vous attendiez à quoi avec Benedetti? Déjà, il ne fallait pas le convoquer. Ensuite, au bout de 10 minutes, vous auriez dû mettre fin à cette mascarade. » Et j'avais disparu totalement du site de l'Assemblée nationale. Je n'avais même plus été convoqué. Il n'y avait pas eu d'audition devant la commission parlementaire. Bon, depuis, ils ont remis ça. Mais vous voyez qui sont les patrons en France. Voilà. On passe au nationalisme. En rapport avec cette audition devant la commission parlementaire. D'accord. Qu'est-ce que le nationalisme en 2020 et quel avenir pour les patriotes authentiques? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nationalisme n'est pas une idéologie, mais c'est une doctrine. Et le nationalisme est même l'ennemi de toutes les idéologies. C'est-à-dire qu'une idéologie, c'est une construction intellectuelle, une abstraction de théories politiques qui doivent guider les institutions. Et en cela, comme c'est une construction intellectuelle, ce sont des pensées qui sont en rupture avec la loi naturelle et les réalités qui gèrent les communautés humaines. Le nationalisme, lui, comme nous l'a enseigné nos maîtres à penser, dont les plus célèbres sont Drummond, Maurras, Barrès, Maurice Bardèche, tous les anti-oligarchies comme Coston, par exemple, en tête, ou le médecin Alexis Carrel, qui nous apprend beaucoup justement sur les problèmes sanitaires, qui a été un prix Nobel de médecine. Le nationalisme et l'observation des lois naturelles qui ont permis à une communauté humaine de s'ériger dans l'histoire en nation, et ces lois qu'il faut défendre. C'est ça le nationalisme. Alors aujourd'hui, quelle est la place du nationalisme? Je dirais que l'espérance est nationaliste. Parce qu'on voit les dégâts qu'ont causés
mondialiste de ces 30, 40, 50 dernières années. On se retrouve avec des sociétés ouvertes, chères à Soros, hein, notre ami Soros, c'est les Open Society, alors que nous avons besoin de sociétés protégées, Protect Society. Le nationalisme, c'est ça, c'est la société protégée et la société enracinée. C'est une société donc qui fixe et renforce les cadres qui permettent à la personne humaine de se tenir debout et de ne pas se retrouver comme dans le monde d'aujourd'hui, dépouillé, nu et livré à toutes les furies, que ce soit les furies financières, que ce soit les lobbies, que ce soit le Big Pharma, que ce soit, voilà, c'est les sociétés mondialistes. Vous savez, Barès disait, c'est toujours le vieux combat entre les nationalistes et les cosmopolites. Les cosmopolites, ce sont les mondialistes qui sont au service d'un projet messianique du judaïsme politique de domination mondiale, dont la capitale, avec un gouvernement mondial, et dont la capitale serait Jérusalem. D'où l'importance du projet sioniste. Et on voit très bien qu'ils font le pendant et qu'ils veulent détruire la civilisation européenne, les sociétés chrétiennes, dont la capitale est à Rome. Donc, ils veulent faire de Jérusalem une anti-Rome, si vous voulez. Hein, voilà, enfin, si tu veux. Voilà. Donc, le nationalisme, c'est ça. Et on le voit bien aujourd'hui. Et c'est ce que je disais en commentant ce problème d'épidémie, qu'on assiste devant les réalités à l'effondrement de leur monde, de leur modèle cosmopolite, de leur modèle mondialiste, et on assiste au retour en force des nations et des principes de la société protégée, ne serait-ce que les frontières. Puisqu'on voit dans cette histoire que les pays qui ont fermé leurs frontières le plus vite, ou qui avaient les frontières fermées, je pense par exemple au groupe de Visegrad, face à l'invasion migratoire, hein, donc des frontières fermées depuis 5 ou 6 ans, enfin des frontières plus hermétiques. Je pense à la Hongrie, je pense à la République tchèque, je pense à la Pologne, je pense à l'Autriche, eh bien, s'en sortent beaucoup mieux que la France, qui est sous un paradigme de frontières ouvertes. Et c'est à noter d'ailleurs, que moins il y a de frontières, plus il y a de prisons individuelles, c'est le principe du confinement, moins il y a de sociétés protégées à travers les corps intermédiaires, à travers des institutions comme la famille, et plus ces sociétés-là sont administratives et bureaucratiques, puisqu'ils ont besoin de multiplier les lois pour gérer le fonctionnement intérieur d'une communauté nationale, alors que une société protégée et gérée selon les principes nationalistes est une société des corps intermédiaires qui fonctionne selon les principes de subsidiarité, c'est-à-dire que chaque corps supérieur fait ce que le corps inférieur ne peut pas faire, et cela, c'est source de liberté, et c'est un fonctionnement naturel de la société. C'est ce qu'on a appelé le fonctionnement organique, c'est-à-dire un peu comme le corps humain qui a tous ses organes, qui a chacun une fonction bien spécifique et qui fait ce que l'organe différent ne fait pas, et tout ça géré par un cerveau et une tête, a son prolongement, connaît son prolongement dans les sociétés, dans le nationalisme, avec une société des corps intermédiaires dirigée par une tête, avec ce principe qui a été exposé par Maurras, liberté en bas, autorité en haut. Voilà. Plus il y a d'autorité en haut, plus il y a de liberté en bas, encore faut-il s'appuyer sur des corps intermédiaires. On passe au maréchal? Maréchal, nous voilà, oui. Le maréchal Pétain, qui était à l'honneur lors de ta journée nationaliste à Lyon,
qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, pour nous, nationalistes, le maréchal, il est toujours à l'honneur. Lors du dernier forum, le thème, c'était l'espérance est nationaliste. Et c'était un peu avant, euh, juste avant la pandémie éclatée avec Oui, ce confinement. c'était une journée à Lyon. Et voilà, la, la- la pertinence de ce sujet, de ce thème, de l'espérance qui est nationaliste, parce qu'aujourd'hui, il y a une espérance, elle est nationaliste. Mais bien évidemment, oui, le maréchal est toujours à l'honneur chez nous. Pourquoi? C'est pas par nostalgie désuète, même si nostalgie d'un corps qui est malade, nostalgie de retrouver la santé, elle est légitime, hein. C'est plutôt en ce sens. Mais nous, si tu veux, nous honorons le maréchal parce que c'est la dernière tentative de rupture totale et radicale avec ce qui constitue les fondements du système d'aujourd'hui qui débouche sur une tyrannie oligarchique que nous connaissons, c'est-à-dire les idéaux de 1789, qui après ont été renforcés par ceux de 45 et de Nuremberg, hein, suite au danger qu'ont connu les mondialistes avec cette grande période de ce fascisme immense et rouge, de ces nationalismes. Donc, le maréchal constitue la doctrine du maréchal. Cette période de révolution nationale et de l'État français constitue une base et une référence dans le combat que nous menons, notamment ces principes de la communauté, qui étaient les principes fondateurs de la Révolution nationale et de l'État français du maréchal Pétain, qui constituent une contre-révolution, une contre-déclaration des droits de l'homme de 1793. Parce que c'est là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure, 1789, c'est euh, le délire d'abstraction philosophique totalement déconnecté des réalités et qui débouchait sur les grands massacres de la terreur de 1793. Alors que nous nous appuyons sur des principes qui sont issus de l'observation et de l'expérience nourrie au regard des lois naturelles, de la communauté naturelle et de l'histoire. Pas qu'on a une forme de constitue une réponse concrète aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Et puis il faut tout de même noter que ce grand Français héros de la Première Guerre mondiale, vainqueur de Verdun, qui avait demandé à être enterré parmi ses poilus, parmi ses soldats à Douaumont, eh bien, connaît l'exil par-delà la mort sur l'île. Donc, il faut rappeler pour traiter, renouveler le serment de Dieu qui veut donc le transfert des cendres du maréchal à Douaumont et sa nomination comme père de la patrie. Voilà. Donc pour nous, on dirait une autre dans l'histoire, c'est l'histoire depuis Louis XVI, qui était un grand politique, mais à certains moments a été dépassé par les événements et a connu un sort tragique qui dépasse largement sa personne. Donc, avec le maréchal a réhabilité Louis XVI, la figure de Louis XVI. On passe à Dieudonné? Allez, je dirais oui. Dieudonné, humoriste, donc il faut le noter, franco-camerounais, parce que quand même, il fait des vidéos en ce moment avec le portrait du maréchal Pétain, justement. Qu'est-ce que ça t'inspire? Pour un franco-camerounais, c'est pas. Ils le font pas tous. Alors, oui, c'est pas commun.
c'est pas commun, d'autant plus que j'ai écouté sa vidéo parce qu'il fait des quotidiennes. Hein. J'ai écouté ses propos au moment où les banlieues se sont enflammées et il prenait la remigration et il s'opposait au métissage institutionnalisé et généralisé. Donc, c'est quand même intéressant quand cela vient de la part d'un métis, comme tu le rappelles, franco-camerounais, qui n'a pas rompu non plus avec le Cameroun, puisqu'il a repris les Non, charges de son, je crois, dans sa tribu d'origine au Cameroun. Donc, ça ne m'étonne pas de la part de Dieudonné de faire référence au maréchal Pétain, qui est le dernier monarque réel en France et un monarque indépendant, contrairement à tous ceux qui l'ont succédé dans cette République française confondu avec Rothschild de frères, hein, RF, la République française, c'est Rothschild de frères, sujetti à la puissance de la banque Rothschild, et de tous ces présidents qui n'ont été que des relais, des vendus de l'oligarchie et du parti de l'étranger et de la banque Rothschild. Donc ça ne m'étonne pas du tout de la part de Dieudonné, qui est un esprit indépendant, qui un message qui est intéressant, c'est celui de l'émancipation. Hein, il parle en permanence de l'émancipation. Il faut s'émanciper de ce système. C'est un peu le principe de la dissidence, de la révolte, de la rébellion. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait un profond respect pour le maréchal et son courage et celui d'afficher cela au moment où, chez certains, c'est plutôt une politique de la dédiabolisation et les reniements qui s'imposent. Lors d'une émission chez Henri Delesquin, tu as parlé d'un pôle nationaliste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et par les temps qui courent, est-ce qu'une alliance de la dissidence n'est-elle pas souhaitable? La vraie dissidence, celle qu'il nomme l'ennemi, on dirait Soral. Oui, c'est un point important. C'est un point important parce que le mouvement national est représenté et phagocyté aujourd'hui par un courant électoral issu du mouvement de Jean-Marie Le Pen, qui a été totalement dévoyé par sa fille, par la Le Pen, et par un courant qui est rattaché à l'extrême droite israélienne. La force du système, c'est de créer sa propre opposition. Et on reste là dans le cadre du système, ce qui fait qu'on n'a aucune chance d'en sortir. Et pour rétablir la France, pour vivre mieux, il faut sortir de ce système. Donc pour cela, il faut créer un pôle alternatif à cette opposition officielle. Et vous noterez, et tu noteras qu'elle est d'autant plus officielle elle trouve la publicité du pouvoir en place, puisque Macron, par opposition, fait la plus grande publicité au Front National renié en Rassemblement National, parce qu'il sait qu'électoralement, cette opposition-là va lui permettre de perdurer, puisque ayant Marine Le Pen au second tour, il pense qu'il sera triomphalement réélu. C'est le pari qu'il fait. Comme il a fait aussi la promotion des syndicats totalement déconsidérés, totalement reniés au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire que confronté à un mouvement de revendication sociale fort et violent, avec les gilets jaunes, n'ayant aucune prise sur ce mouvement de révolte, il a, avec une répression terrible, détourné cette opposition, cette contestation vers les syndicats pour leur redonner une légitimité, puisqu'il sait très bien que ce n'est pas Martinez qui va appeler à prendre l'Élysée, contrairement à Drouet des Gilets jaunes. Donc, il y a un jeu entre le système et ses représentants et l'opposition du système, c'est-à-dire les populistes, qui permet des populistes qui sont une soupape et les syndicats qui sont une soupape de sécurité du régime,
qui permet à ce système de perdurer. Donc, ce qu'il est important, et c'est notre travail en tant qu'opposition radicale au système, c'est de créer une alternative révolutionnaire au système. Et c'est ce que j'ai appelé le pôle nationaliste. Au-delà de distance, au-delà de révolte, au-delà de rébellion, il faut trouver quelque chose de positif, sans au moment de rupture avec le système. Mais c'est toujours resté contre. C'est la dissidence. La dissidence, on est dissident, on retire notre système. Mais il faut proposer autre chose. Il faut proposer une alternative. Et c'est toute la différence qui existe entre un dissident et un nationaliste, un identitaire et un nationaliste. C'est-à-dire qu'un nationaliste est dissident, mais un dissident n'est pas forcément nationaliste. Un nationaliste est identitaire, mais un identitaire n'est pas forcément nationaliste. Donc, il faut le regroupement de ces dissidents, de ces identitaires qui ne sont pas vendus au Judapo, et il en existe, pour créer ce pôle nationaliste qui soit réellement révolutionnaire. Voilà. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer à l'époque, puisque on était au moment de bascule où le mouvement des Gilets jaunes est en train de vous savez, aucun débouché politique, si ce n'est ce jouet très artificiel du RIC qui était une proposition pour rester dans le cadre du système, quoi. Voilà. Puisqu'avant d'adopter le RIC, fallait sortir du système. Pour sortir du système, il faut sortir de l'Union européenne, il faut recouvrer sa souveraineté monétaire, sa souveraineté financière, il faut supprimer le traité de Schengen, il faut rétablir la France, redevenir maître chez nous. C'était le sens de ce pôle alternatif, révolutionnaire, ce pôle nationaliste sur lequel je travaille, et avec d'autres, bien évidemment. Et pour cela, il faut le regroupement des éléments de la dissidence qui se retrouvent autour du rétablissement de la nation. Ils ne sont pas tous sur le retour du rétablissement de la nation. Et le regroupement des identitaires qui considèrent que l'ennemi est le Judapo. Donc, la dissidence, c'est une première étape importante, très importante, mais qui n'est pas une fin en soi, de même que la défense de l'identité. Très bien. On repasse un tout aux Gilets jaunes. Tu as été très présent et concerné. Et les Gilets jaunes qui se sont éteints. La prochaine révolte sera la bonne, selon toi? Alors, les Gilets jaunes, oui, on s'est investi dans les Gilets jaunes parce que c'est un mouvement qui venait du plus profond de notre terre, de notre nation, de notre histoire. Et c'est une révolte de défense du travail. Ce mouvement s'est éteint, pourquoi? Parce qu'il y a eu une répression terrible, hein, avec, on en parlait, usage d'armes violentes, oui, une pression médiatique terrible, une répression judiciaire, puisque sur les ronds-points, les meneurs des ronds-points où tous étaient quasi poursuivis les uns après les autres, avec des condamnations fortes et des prisons fermes. Et à cela, le mouvement a été phagocyté, a été noyauté par ces spécialistes de la subversion que sont ces militants d'extrême gauche qui ont beaucoup de permanents d'associations, permanents syndicaux ou permanents politiques. Donc avec l'affaiblissement de ce mouvement périphérique qui était assez patriotique, hein, et l'infiltration de ceux qui ont un savoir-faire certain en matière de subversion, de combat de rue aussi, puisque nous, sur le terrain, on a été confrontés aux chaînes de garde du système, c'est-à-dire les Antifa, au Black Bloc. C'était impossible pour nous, face à cette répression et cette garde du système, de tenir la rue, de maintenir
ce mouvement des Gilets jaunes. Alors certains l'ont fait de manière très intelligente, comme les Gilets jaunes constituants, et je salue le travail, parce que ils voulaient être l'aiguillon de ce mouvement-là, l'aiguillon politique, pour leur montrer une porte de sortie. Parce que, tu l'as bien dit, ces Gilets jaunes, c'est resté une révolte. Les révoltes sont stériles, seules les révolutions sont salvatrices. Alors la révolte, c'est quoi? Les révoltes, c'est un mouvement d'opposition spontanée, sans coordination politique, doctrinale. C'est quelque chose qui reste dans le cadre du système et qui s'oppose à des éléments du système. On a bien vu avec la révolte, par exemple, aussi, de la Manif pour tous. C'est une contestation dans le cadre du système, c'est-à-dire que c'est une révolte qui ne voulait s'opposer qu'à une des lois du système de destruction de la famille, alors que, par définition, le système qui est au service du Judapo mène une politique de destruction de tout ce qui enracine l'individu, que ce soit, et lui donne un cadre précis, que ce soit la race, que ce soit le sexe, que ce soit sa religion, que ce soit sa nationalité, etc., etc. Donc, les révoltes sont stériles. Il faut des révoltes évoluer vers les rébellions, c'est-à-dire un état permanent de dissidence au système, de rupture avec le système et d'opposition avec le système. Pour peu à peu, au sein de cette rébellion, arriver à la constitution d'une minorité révolutionnaire qui, à la rencontre d'une période révolutionnaire, permet les changements profonds et d'imposer un ordre nouveau. Parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est un ordre nouveau, radical, et une position entre nationalistes et cosmopolites, entre les sociétés protégées et les sociétés ouvertes. Hein, c'est le nationalisme contre le judapo, contre le judaïsme politique, qui est ce projet messianique de gouvernance mondiale. Donc, cet ordre nouveau, il doit imposer une croyance nouvelle à travers une volonté. Et c'est ça, le triomphe d'une volonté, c'est le triomphe d'une révolution, d'un ordre nouveau, c'est le triomphe d'une volonté. Et une révolution qui s'impose, un ordre nouveau qui s'impose, c'est la fin de la croyance du système en place et l'émergence d'une nouvelle croyance. C'est en cela que c'est une étape supérieure, c'est une étape en plus des révoltes, des rébellions, de la dissidence, si tu veux. Il faut non seulement s'opposer, mais porter une croyance nouvelle, porter un ordre nouveau, un projet. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Non pas à une nouvelle révolte, mais réellement à une révolution, et une révolution qui doit se faire autour du fait national, bien évidemment. C'est là, c'est ce qui est fondateur, ce qui est important. C'est pour cela que nous appelons à une nouvelle révolution nationale. C'est pour cela que j'ai fixé un ordre de route aux nationalistes. Cet ordre de route, c'est un combat qui est total, qui est global et qui est mondial. Total parce que notre ennemi est totalitaire. Notre ennemi est tout à la fois temporel et spirituel. Il a un projet eschatologique, messianique. Donc, il faut une réponse qui est totale, c'est-à-dire tout à la fois temporelle et spirituelle. Vous voyez aujourd'hui dans nos sociétés matérialistes, hédonistes, qui ont perdu le sens du sacré et qui oublient de lever le regard vers le ciel. C'est un combat aussi global, c'est-à-dire que la transcription de ce combat total, c'est qu'il nous faut donc conquérir les esprits pour conquérir l'État et faire triompher la révolution nationale, mais aussi révolutionner les âmes, reconquérir Rome, puisque Rome est la capitale de notre civilisation.
On ne peut pas rétablir notre civilisation sans rétablir Rome contre Jérusalem. Et ce combat, il est mondial parce qu'on voit bien, on a un ennemi qui est mondial, puisque ce sont des mondialistes. On le voit avec cette pandémie, mais on le voit aussi avec ce grand mensonge de réchauffement climatique dont l'origine serait humaine, ou ce grande manipulation des peurs avec le terrorisme. Hein. On a le corona, on a comme virus le coronavirus, on a aussi comme virus Greta Thunberg, et on a comme virus Ben Laden, puis El Baghdadi, puis le nouveau méchant terroriste qui vont nous servir, quoi. Hein. C'est toujours des menaces mondiales pour avoir une réponse globale. Donc nous, on a besoin aussi d'un combat total global, mais mondial, puisque sur cette ligne de front, nombreux sont ceux qui s'opposent à ce projet messianique du Judapo. Nombreux sont ceux qui s'opposent aux mondialistes. Et c'est là où il faut dénoncer l'imposture des altermondialistes, c'est-à-dire tous ceux comme les Branco, comme le patron des Insoumis, qui a d'ailleurs été beaucoup plus audible que la Le Pen dans cette crise de pandémie, Mélenchon, qui ne veulent qu'un autre projet mondialiste, alors que nous sommes en rupture avec le mondialisme, puisque nous sommes nationalistes. Donc, cet ordre de route, c'est celui-là. Un combat total, global, mondial. Et je pense que nous avons, dans le combat que nous avons mené, et qu'ont mené nos anciens, négligé un aspect. C'est-à-dire que cet aspect, c'est que peu à peu, les sociétés, avec la progression des techniques, se mondialisent. Je ne parle pas de l'idéologie mondialiste, je parle des faits sociaux, scientifiques, technologiques, qui font qu'on a une mondialisation en cours. Eh bien, si les nationalistes n'ont pas à ce niveau-là une réponse qui permet de cadrer, d'ordonner ces progrès et cette évolution mondiale, nous laissons la place, et nous laissons un vide qui est comblé très facilement par les mondialistes. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une réponse aussi qui crée un ordre au niveau de non pas dans l'un, c'est une réforme intermédiaire et de la la construction des pérennes, donc il faut mettre en place un ordre géopolitique mondial, à commencer par l'Europe en ce qui nous concerne, nous, pays européens, pour avoir une réponse à ce phénomène de mondialisation et avoir une réponse mondiale à l'agression mondiale à laquelle nous sommes soumis par le Judapo. Et cela, ça ne peut se faire qu'autour des nations qui sont un pôle de stabilité, des nations souveraines. Et ne seraient traités à l'échelle mondiale que ceux que les nations ne peuvent pas traiter à leur échelle, c'est-à-dire selon le principe de la doctrine nationaliste, le principe de la subsidiarité qui fonctionne de la plus petite institution jusqu'à la plus importante. Donc c'est à cela qu'il faut réfléchir aussi, c'est de proposer un projet mondial, mais basé sur les sociétés protégées, les sociétés enracinées, constituées autour des nations. Et ça, c'est très important. Je demande à vos auditeurs d'y réfléchir. Voilà. En tout cas, le projet que nous avons, nous, nationalistes, c'est de rendre la France à son peuple, de rendre l'Europe
à sa race et de rendre la chrétienté à son Dieu. Très bien. On passe un petit mot sur la petite agression d'Éric Zemmour. Le parquet a ouvert une enquête. Oui, c'est pas étonnant que bon, les sociétés multi-ethniques sont des sociétés multiculturelles et les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiconflictuelles. C'est pour ça que nous nous opposons à la guerre des races, à la guerre des religions et à la lutte des classes. Et pour cela, le mieux, c'est de retenir la nation avec son unité ethnique, unité du monde du travail à travers la coopération, et unité spirituelle, c'est-à-dire la chrétienté, même si c'est la loi générale, même si la liberté de culte doit être maintenue. Il faut un concordat pour remettre le catholicisme au centre de nos nations historiques en Europe, puisque un des éléments constitutifs de la France, c'est le catholicisme depuis le baptême de Clovis. Voilà. Donc, bon, certains excitent la lutte des races, la lutte des classes, la lutte des civilisations, des chocs des civilisations. Et en contrepartie, on a tous ces conflits. Mais on voit bien avec ce cas Zemmour qui nous est cultivé et qui est présenté comme la réalité nationale, l'opposition nationale en France, que dès qu'il est agressé, il reçoit le soutien de toutes, ce qui est officiel en France, y compris Macron. Donc, ceux qui sont soutenus, il y a ceux qui sont pourchassés. Hein, j'ai parlé d'Alitra qui me fait un méchant procès. Bon, ça me fait des choses, mais bon, qui nous fait un procès, alors qu'elle soutient, l'Alitra soutient Zemmour dans cette histoire. Donc, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est un opposant officiel. La ficelle est un peu grosse, quoi. Voilà. C'est même, Zemmour, c'est même un des plus dangereux opposants parce que c'est celui qui se rapproche le plus finalement de presque de nos idées. Donc, c'est l'ennemi. Oui, enfin, quand je vois Golnadel discutant avec Zemmour, avec Duquesne sur la France et le destin français, j'ai envie de dire, halte là, quoi. Halte là. On finit par 3 conseils de lecture. Oui, conseil de lecture. Alors, je ne sais pas si en conseil de lecture, tu me demandes des livres fondateurs ou des conseils de lecture en rapport avec l'actualité. Par exemple, je dirais, du livre que toi tu conseillerais. Alors, conseil de lecture, les 3 livres de base. Je parle aux jeunes, s'ils n'ont pas lu, les 3 livres de base. Il faut absolument lire, même si on n'aime pas. Il y a les évangiles, je parlais de la chrétienté, ça fonde notre civilisation et c'est plein d'enseignements et de bon sens. Il y a les fables de La Fontaine. Avant, on apprenait systématiquement les fables de La Fontaine, avec cet esprit français, cet esprit du bon sens, cet esprit paysan, les lois naturelles, les lois du jardinier, comme au sens de Saint-Exupéry. Et puis, puisque je parle de Saint-Exupéry aussi, je dirais Le Petit Prince. Voilà, là, c'est ces 3 ouvrages de fond qu'il faut avoir lu. Le Petit Prince, qu'on peut lire à tout âge, les évangiles et les fables de La Fontaine. Après, en actualité littéraire, moi, j'ai sorti quelques bouquins que je lis en ce moment. Il y a les 2 livres remarquables de Projet Chaos. Alors, ça, c'est du dessin. Ouais. Le combat culturel est premier, est important. Il y en a un, j'ai eu l'honneur de le dédicacer. Vraiment, c'est un honneur parce que j'ai beaucoup de respect pour Projet Chaos, qui fait un gros travail de fidélité et il est tout à la fois rebelle et fidèle. Hein, c'est tout à la fois dissident et nationaliste. Donc, c'est remarquable, son livre de portrait, parce qu'à chaque fois, c'est avec des légendes très profondes, et puis, décrit par Estrada,
qui est le premier sur les parfaits, le deuxième c'est sur les définitifs. Voilà. Les en décarboner un long discours du l'empereur et pas beaucoup, surtout quand ils sont faits par Projet Chaos. Alors j'ai un autre livre, c'est une actualité qu'on m'a envoyé. On parlait du maréchal. La Révolution nationale, le maréchal parle aux Français, Travail, famille, patrie, par l'ami Sébastien Ferrara. Il a regroupé les discours les plus importants du maréchal. Et là, on voit aussi, le maréchal toujours là, c'est plein d'enseignements, c'est un langage simple, sujet, verbe, complément. Langage simple, intemporel, et il est préfacé par Abozit. C'est un livre qui est très intéressant, un livre qui l'est beaucoup moins. Bucar, nous sommes, en tant que nationalistes français, les héritiers du francisme et de Bucar, hein, qui a été fusillé en 1946 par les communistes. Alors ce livre, je ne vous le recommande pas, je l'ai lu, il ne vaut pas grand-chose. C'est un résumé d'un livre de Jean Déniel qui était sorti sur le francisme et sur Bucar, qui dénigre la pensée de Bucar, qui l'a fait ringarde alors que le mouvement était un mouvement les plus mystiques. J'ai eu l'honneur de rencontrer à l'œuvre française l'ami Conclauve qui avait fait partie de la main bleue, c'est-à-dire les hommes de main de Bucar, qui m'avait dit que pendant la période de guerre, il avait fait le tour de tous les mouvements et qu'il avait rejoint le parti franciste parce que c'était le plus mystique. Quand on lit Bucar de Morel, là, je l'ai lu, je ne sais pas, mais ne l'achetez pas, ne le lisez pas celui-là. Si vous voulez avoir des renseignements sur le francisme, contactez-moi, je vous donnerai des documents. Il n'y a pas de livre majeur. Alors c'est un courant qui a profondément inspiré le combat. On rappelle que Pierre Sidos, qui a créé la Révolution française, qui est toujours vivant, était un militant des jeunesses francistes, hein, de la chemise bleue du francisme. Une des devises des nationalistes aujourd'hui, qui vive France. Et puis un petit livre, alors oui, c'est remarquable, c'est réédité par DPF. Nous l'avons sur notre Constitution de Nation, si vous le voulez. Ça, c'est un livre fondateur de doctrine nationaliste, fondateur, le procès de la démocratie. Ça commence par, pour sortir de l'impasse, il faut sortir de la démocratie, c'est évident. La démocratie dérive obligatoirement vers la plutocratie, l'oligarchie et le pouvoir de l'argent à travers ça, je vous conseille, c'est un livre de base, facile à lire, écrit de manière très simple. Je l'avais lu quand j'avais commencé mon combat, donc il y a 30 ans, 35 ans en politique, dans le nationalisme, je le relis avec grand plaisir. C'est un livre de fond, procès de la démocratie. Merci à Chéran-Montreuil, à DPF, que je vous encourage à soutenir. Hein, c'est un éditeur et libraire à Paris, avec la librairie Vincent aussi, Acta. Donc, on en dit Là, il y a un problème. Je vous recommande la lecture. Bon, bah écoute, je crois qu'on a eu un petit souci là sur la dernière, mais sur le dernier livre, je crois qu'on a eu un petit problème de connexion. Ah bon, problème de connexion. Alors, je refais. Procès de démocratie, ouais. Livre de base de doctrine nationaliste qu'il faut absolument, absolument lire. Pour sortir de l'impasse, il faut sortir de la démocratie qui dérive obligatoirement vers la plutocratie et l'oligarchie à travers la démocratie élective et électoraliste, qui est la tare et la sauvegarde du régime. Vous pouvez le trouver sur Jeune Nation, le site Jeune Nation à boutique. Je vous le recommande. Très bonne lecture. Eh ben, pas de souci. Merci Yvan d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi. Et puis à bientôt. Au les cœurs, en avant la victoire. Et Salut maître chez nous. Salut. À très bientôt. Bye.